Depuis la nuit des temps, l'homme regarde vers les étoiles. Fasciné par leur mystère, il s'interroge. Qu'y a-t-il là-haut? Comment l'univers est-il né? D'où venons-nous? Puis un jour, il a quitté la Terre et aujourd'hui, la vie dans l'espace est presque devenue une routine. Pourtant, l'impesanteur est un état auquel le corps humain n'est pas adapté, et l'espace, un environnement mortel pour les terriens fragiles que nous sommes. Malgré cela, des hommes et des femmes y vivent, des scientifiques, des chercheurs, mais aussi des touristes en orbite autour de la Terre. Découvrez les nouveaux pionniers de l'espace, avec le spationaute et scientifique Ulrich Walter. Il est bien placé pour savoir que l'univers nous réserve bien des surprises. C'est la colocation la plus haute du monde. L'ISS, la Station spatiale internationale, tourne à 400 km au-dessus de notre planète. Le quotidien des 6 membres d'équipage est régi par le phénomène de l'impesanteur. C'est une vie sans haut ni bas, où tout ce qui n'est pas fixé flotte librement. Sur Terre, l'homme est en permanence soumis à la gravité. Mais dans l'espace, les tâches les plus banales prennent une dimension toute nouvelle. Il ne se passe pratiquement pas un jour sans qu'on me demande « Comment mange-t-on dans l'espace? Comment va-t-on aux toilettes? Comment dort-on » Je sais que ce sont des questions que vous vous posez également, mais ce ne sont pas les seules. Comment fait-on quand quelqu'un est souffrant, voire gravement malade, ou qu'un conflit surgit entre les astronautes? Et puis, il y a le sujet auquel tout le monde pense forcément. Peut-on faire l'amour dans l'espace? La vie dans l'espace est placée sous le signe des extrêmes. Même si notre organisme n'est pas fait pour cela, la curiosité nous pousse à aller toujours plus loin et à passer toujours plus de temps en dehors de notre planète. L'homme a marché sur la Lune. Il a envoyé des sondes aux confins du système solaire et posé des robots sur la planète Mars. Pourtant, il reste un problème majeur que les ingénieurs n'ont pas résolu. Faire fonctionner une douche en impesanteur. Un astronaute m'a raconté que la première fois qu'on débarque dans l'ISS, ça sent un peu comme dans une salle de sport. Mais on s'y habitue vite. Les conditions d'hygiène sont respectées. Mais ce n'est pas tout à fait comme sur Terre. Dans ce gigantesque laboratoire en orbite, c'est la recherche scientifique qui prime. On ne peut évidemment pas se doucher puisqu'il n'y a pas de douche dans l'ISS. Mais ce n'est pas dramatique, il suffit de se dire qu'on fait du camping. Pour faire sa toilette, on a des lingettes humides. Alors c'est vrai, on ne se sent pas aussi propre qu'après une douche, mais c'est supportable. On est juste un peu plus cracra que d'habitude. Les résidents de l'ISS ont beau participer à une des expériences les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité, leur journée ressemble beaucoup à celle des gens qui travaillent en équipe sur Terre. On se lève le matin à 6h, 6h30. On dispose d'1 heure pour se laver et petit déjeuner, avant la conférence avec le centre de contrôle au sol à 7h30. Puis, c'est le début de la journée de travail par poste, qui dure jusqu'à 19h. Ensuite, seconde conférence avec la Terre pour discuter des tâches à accomplir le lendemain. Puis on vérifie les procédures qu'il faudra suivre et on prépare les outils dont on aura besoin pour ne pas avoir à le faire au dernier moment. Ensuite, c'est l'heure du dîner. Et après, on a de nouveau 1 heure qu'on peut consacrer à ce qu'on a envie de faire. À cause de l'impesanteur, les tâches les plus simples se transforment parfois en défis logistiques. Alors, voilà ce dont je vais avoir besoin. Un sachet d'eau chaude, du shampoing sans rinçage, une serviette et mon peigne.
Je commence par me mouiller le cuir chevelu. J'ai un miroir pour voir à peu près ce que je fais. Il arrive que l'eau se sauve. Il faut alors essayer d'en récupérer le plus possible. Ensuite, j'imprègne mes cheveux d'eau sur toute la longueur. Puis je répartis un petit peu de shampoing sans rinçage sur le cuir chevelu. Et je frotte pour bien le répartir. Je me sers parfois du peigne pour l'appliquer jusqu'aux pointes. Pour finir, je me frictionne les cheveux avec la serviette pour faire pénétrer ce qui reste de shampoing. De toute façon, sans eau, on a besoin d'une serviette pour bien enlever la saleté de ses cheveux. Pour d'autres, ça va plus vite. Et voilà, merci. L'ISS est un Lego géant bourré de technologies de pointe. Mais entre les systèmes de support de vie, les ordinateurs et les laboratoires, les membres de l'équipage trouvent leur place. Voici le Note 2, un module très cool. Comme la plupart des modules, il a 4 côtés. Il est agencé de telle façon qu'on peut travailler indifféremment sur n'importe quelle surface. Sur un mur, au sol, sur l'autre mur ou au plafond. Là encore, il suffit de bouger pour que ces notions changent. Si je vous explique tout ça, c'est parce qu'on est 4 sur 6 à dormir ici. On me demande souvent si je m'allonge dans un lit. En fait, non. On n'est pas allongé, mais simplement assis dans son sac de couchage. Voilà une des chambres. Je vous fais visiter si vous voulez. Voilà. J'y suis. C'est grand comme une cabine téléphonique, mais c'est très confortable. Ça, c'est le sac de couchage dans lequel on dort de façon à être couvert et à ne pas flotter dans tous les sens. Cela dit, on peut s'installer dans n'importe quelle orientation. Là, on a l'impression que je dors debout, alors que je suis allongée sur le plancher. Mais il suffit que je me tourne pour me retrouver la tête en bas. La fonction du sac de couchage est de nous maintenir et de nous tenir chaud. Personnellement, j'ai trouvé ça très chouette. Certains de mes collègues disaient « Je ne dors pas super bien, j'ai besoin de sentir que j'ai le dos posé contre quelque chose. » Dans ce cas-là, on peut passer des sangles en caoutchouc sur le sac de couchage de façon à être plaqué contre le mur ou le plafond. C'est selon. Mais pour ma part, je dois dire que j'ai extrêmement bien dormi en apesanteur. Cet espace sert aussi de petit bureau. J'ai un ordinateur, ainsi que quelques jouets, des livres, des vêtements et quelques objets personnels qui m'aident à me sentir chez moi. La vie en orbite terrestre complique tout, y compris les moments les plus triviaux. Même la toilette matinale est soumise aux lois de l'impesanteur. Voilà la salle de bain. Le matin, on dispose d'un petit kit. On a tout le nécessaire. Brosse à dents, dentifrice et brosse à cheveux. Je suis tout de suite mieux coiffée. Je plaisante. Dans l'espace, on a toujours les cheveux dressés sur la tête, quel que soit le sens où on se tient. Une question qui revient souvent concerne la brosse à dents et le dentifrice. Heureusement, la pâte dentifrice est visqueuse et colle à la brosse. Du coup, pas de problème. Autre avantage sympa, l'eau aussi colle à la brosse. Regardez, je vais en faire sortir un peu. L'eau a un comportement très cool dans l'espace. Elle adhère à la brosse en formant une grosse bulle. C'est dû au phénomène de tension superficielle. Et on peut la boire. On nous demande souvent ce qu'on fait du dentifrice
une fois qu'on s'est brossé les dents. Deux possibilités. On l'avale, ça fait comme un bain de bouche, mais c'est pas super bon. Ou on recrache dans une serviette en papier et le tour est joué. À quoi ressemble le cycle d'une journée dans l'ISS? Eh bien, il est double. Un rythme normal de 24 heures comme sur Terre, aligné sur l'heure moyenne de Greenwich, ou GMT, c'est-à-dire l'heure d'hiver en Europe centrale, moins 1 heure. Mais il y a aussi un second rythme, celui de l'alternance jour-nuit dictée par le déplacement de la station. Puisqu'elle orbite autour de la Terre en 90 minutes, il y a 45 minutes de jour et 45 minutes de nuit. Et c'est vraiment très bizarre. Le matin, en se levant, on jette un œil dehors, il fait clair. On se lave les dents, on prend son petit déjeuner, et c'est de nouveau la nuit. Ce sont donc deux cycles bien distincts. La journée débute à 6 heures du matin, on se lève, on mange un peu, puis on se met au travail dans un des laboratoires. La formation d'un astronaute dure plusieurs années, pendant lesquelles il apprend entre autres à utiliser les toilettes de l'espace. Et voilà le trône. Il est génial. Vous remarquerez la petite lune ici, avec un dessin humoristique. Les cabinets de l'espace. Évidemment, il y a deux fonctions. Pour la grosse commission, c'est ici. Je vais vous montrer. Vous voyez, ce n'est pas large. Il faut viser juste et s'assurer que tout part dans la bonne direction. Ça sent un peu, je préfère refermer. C'était pour la grosse commission. Et ce truc-là, c'est pour la petite. Il y a donc un appareil pour chaque fonction. Mais on peut faire les deux en même temps, en se tenant ici. J'ajouterai qu'il y a un code couleur, histoire de ne pas se tromper. Jaune égale petite commission. On a aussi un grand choix de papier toilette. On nous pose souvent la question, qu'est-ce que vous utilisez comme papier? On a des gants parce que parfois ce n'est pas joli. On a des lingettes russes qui grattent un peu, mais aussi du papier tout doux pour ceux qui préfèrent. Là, des lingettes pour bébés. Après tout, on a tous été bébés un jour. Et puis, quand ça dégénère franchement, on a des lingettes désinfectantes. Comme l'eau, la petite commission peut se balader partout si on ne vise pas correctement. J'oubliais, les deux appareils ont un système d'aspiration pour que tout s'évacue dans le bon sens. Malgré tout, il arrive que ça dérape un peu quand on n'est soi-même pas très stable. C'est pour ça qu'on a tout ça à notre disposition. Et bien sûr, pour être tranquille, il y a un rideau coulissant. La première station spatiale a été mise en orbite par l'URSS en 1971. Les Soviétiques avaient perdu la course à la Lune, mais avec le lancement de ce premier laboratoire spatial baptisé Salyut 1, ils ouvrent une nouvelle voie. Le premier équipage est composé de 3 cosmonautes, qui passent 23 jours en orbite terrestre. Mais un accident tragique se produit lors du vol retour. Une valve de la capsule Soyouz qui ramène les cosmonautes s'ouvre trop tôt. En quelques minutes, la cabine est vidée de son oxygène. Quand elle touche le sol, Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsaïev sont morts asphyxiés. En 1973, les Américains mettent en orbite leur propre laboratoire spatial. Skylab est un lanceur Saturn V modifié. À plus de 400 km au-dessus de la Terre, les États-Unis aussi veulent étudier les effets de l'impesanteur sur l'organisme humain. À bord de Skylab, les astronautes mènent de nombreuses expériences scientifiques.
Ils découvrent du même coup la légèreté de l'être. Ce jogging dans l'espace est un hommage à Stanley Kubrick et son film 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti sur les écrans 5 ans plus tôt. Dans son chef-d'œuvre, le réalisateur joue largement avec le thème de l'apesanteur et de la gravité artificielle. Libérés de leur propre poids dans un gros tonneau qui file dans le vide, c'est l'expérience hors du commun que font les membres de l'équipage de Skylab. En 1986, l'Union soviétique place sur orbite son plus grand laboratoire spatial, la station Mir, mot qui signifie « la paix », premier avant-poste durable de l'humanité dans le cosmos. C'est la première station orbitale conçue pour fonctionner à long terme. Le succès de Mir confirme le rôle de grande puissance spatiale de l'URSS. Le laboratoire devient également le symbole de la fin de la guerre froide. En 1995, la navette américaine Atlantis décolle à destination de la station russe. Astronautes et cosmonautes se serrent la main dans l'espace. Plus de 100 hommes et femmes du monde entier ont vécu à bord de la station Mir, parmi eux 4 Allemands. Puis après 15 ans de bons et loyaux services, Mir est détruite. Sa désorbitation programmée a lieu en mars 2001. En s'appuyant sur l'expérience de Mir, les Russes et les Américains ont décidé de construire conjointement une station spatiale. C'était en 1998. Aujourd'hui, l'ISS tourne toujours autour de la Terre et pèse désormais 300 tonnes. Ce laboratoire de 73 mètres de long par 108 mètres de large est le fruit de la coopération de 14 pays. L'ISS est composé de modules individuels qui ont été assemblés en orbite au fil des années. Aujourd'hui, ces modules de travail et d'habitation occupent un volume de 200 000 mètres cubes. Ces occupants travaillent à l'intérieur et à l'extérieur de la station à la fois pour la Terre, mais aussi pour l'avenir de l'exploration spatiale. En effet, les scientifiques veulent savoir si l'homme pourrait survivre à long terme ailleurs que sur sa planète natale. Un des principaux objectifs de l'ISS est de préparer les astronautes à des missions d'exploration de l'espace lointain. Nous travaillons à la conception d'un système de support de vie en circuit fermé. C'est fondamental, car plus les équipages s'éloigneront de la Terre, et moins on pourra leur envoyer de ravitaillement. La culture de salade et de légumes à bord de l'ISS a été une première étape essentielle. Oxygène, eau potable, nourriture et carburant, tout cela sera nécessaire pour retourner sur Terre. Mais il sera impossible d'emporter l'approvisionnement pour une mission de plusieurs années dans l'espace profond. Par conséquent, il faut développer des systèmes qui permettent de recycler l'air et l'eau et de produire de la nourriture et du carburant. Une mission sur Mars sera très longue et les astronautes ne pourront pas être ravitaillés depuis la Terre. C'est le grand défi d'une mission pour Mars. Si on veut vraiment y envoyer des êtres humains, il faudra être en mesure d'installer sur place des systèmes complètement autonomes, l'équivalent d'une petite biosphère. Des scientifiques et des ingénieurs du monde entier travaillent sur les questions indispensables à une mission habitée sur Mars. Comment garantir l'approvisionnement en nourriture? À quoi les quartiers d'habitation devront-ils ressembler? Et que pourra-t-on y faire? Les futurs voyageurs de l'espace devront sans doute renoncer à certains éléments de confort. Vous voulez savoir comment on fait sa lessive dans l'espace? La réponse est simple, on ne la fait pas. Ici, il n'y a pas de lave-linge.
Ça consommerait beaucoup d'eau, qui est une denrée rare dans le cosmos, à tel point qu'on la recycle pour la boire ou se laver. Mais l'eau permet aussi de s'amuser ou de faire des expériences. Le comportement des liquides en apesanteur est un domaine de la recherche fondamentale. Son objectif, concevoir des systèmes de support de vie et d'alimentation en carburant qui fonctionnent dans l'espace. Les condensats de climatisation et les eaux usées des toilettes de l'ISS sont retraités et réutilisés. Ainsi, un tiers de l'eau à boire est fourni par ces dispositifs de recyclage. Rester chez soi, c'est passer encore plus de temps en ligne. Il est temps de penser à votre sécurité. NordVPN protège votre connexion Internet et vous permet de déjouer les cybermenaces. Téléchargez l'application dès aujourd'hui et travaillez de chez vous en toute sécurité. NordVPN, sécurité en ligne pour votre vie privée et professionnelle. Leïla et Marie s'aiment pour de bon. Alors maintenant qu'elles ont enfin aménagé ensemble dans le bon appartement, avec la bonne vue et tout, elles se disent que c'est le bon moment pour trier leurs affaires et revendre ce qui ne leur servira plus. Parce que déposer des annonces sur Le Bon Coin, c'est quand même plus utile que d'avoir tout en double. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Le challenge? Faire du déménagement le jour le plus zen. Pour cela, vous pouvez compter sur EDF. Découvrez les bons plans déménagement et contrats d'énergie sur edf.fr. La vie reprend son cours, mais le coronavirus est toujours là. Protégez-vous, protégez les autres. Téléchargez l'application Stop Covid. Stop Covid vous préviendra immédiatement si vous avez été en contact avec un autre utilisateur testé positif. Vous pourrez alors vous isoler, contacter votre médecin et vous faire tester. Tous ensemble, téléchargeons Stop Covid et bloquons l'épidémie. Plus d'informations sur stopcovid.gouv.fr. À bord de la station spatiale, l'eau est une denrée précieuse. Prenons par exemple cette bouteille d'1 litre. Combien coûterait 1 litre d'eau là-haut? Le calcul est vite fait. 1 kilo de n'importe quel matériel transporté jusqu'à l'ISS coûte environ 10 000 €. Puisqu'un litre d'eau pèse 1 kilo, si on devait acheter cette bouteille dans la station, il nous en coûterait 10 000 €. C'est pour cette raison qu'on est obligé de recycler la moindre goutte de liquide, c'est-à-dire pas seulement la condensation ou la sueur, mais aussi l'urine, qui est très riche en eau. Comment fait-on? On élimine l'urée et toutes les autres matières biologiques, et on obtient de l'eau presque pure, que les astronautes doivent boire. Vous imaginez bien qu'ils s'y sont longtemps refusés, mais depuis, ils s'y sont habitués. Plus de 200 astronautes ont séjourné à bord de la station, à plusieurs reprises même, pour beaucoup d'entre eux. Pour une somme rondelette, l'ISS a même accueilli 7 touristes de l'espace.
Voilà, c'est ici qu'on se retrouve tous les matins comme à la maison. Après notre toilette de chat, on prend notre petit déjeuner ensemble. Et ça, c'est la cuisine. Comme vous le voyez, il y a plein de trucs à manger, un peu comme dans un frigo. On trouve de tout. Boissons, viande, œufs, légumes, céréales, pain, trucs à grignoter. C'est l'équivalent du placard à sucreries. Il y a aussi des barres énergétiques au cas où. Pas de table, pas de chaise ni d'assiette. Dans la station, les aliments et les boissons flottent, comme les astronautes. Se nourrir en impesanteur est une expérience surréaliste à laquelle on ne s'habitue jamais vraiment. Certes, la cantine offre un panorama grandiose, mais elle n'est pas donnée. Acheminer le moindre kilo de ravitaillement coûte extrêmement cher. Mais ça ne signifie pas pour autant que ce qu'on mange est bon. Malgré cela, des progrès ont été faits en matière de restauration. Au lieu des substances pâteuses froides en tubes qui constituaient l'ordinaire des premiers astronautes, il y a aujourd'hui le choix parmi plus d'une centaine de plats. Exemple typique, les aliments lyophilisés. Ils sont pré-cuits et déshydratés sur Terre avant d'être transportés jusqu'à la station. Ça, ce sont des spaghettis bolognaises avec des petits morceaux de viande. Au moment du repas, on perce un trou en haut du sachet avec une aiguille en acier. On verse la quantité d'eau adéquate. On attend un peu que le liquide soit absorbé. Ensuite, avec des ciseaux, on fait une ouverture en croix au milieu. On attrape sa fourchette et sa cuillère et on mange directement dedans. Un grand classique. Les aliments qu'on ne peut pas lyophiliser, comme un steak ou le fromage, ici du cheddar, sont thermostabilisés. Ils sont cuits à température très élevée de manière à tuer les bactéries. Le fromage a toujours beaucoup de succès parce qu'on peut en tartiner ses crackers. Le commandant apprécie moyennement les crackers parce qu'ils se cassent et que les miettes volent partout et se logent dans l'électronique. Mais on peut éviter ça justement en tartinant du fromage dessus. Autre question classique, comment boit-on dans l'espace? Évidemment, pas avec un verre. Ce n'est pas possible en apesanteur. Alors, voilà comment on procède. On choisit un sachet en aluminium qui contient la boisson en poudre de son choix, en l'occurrence du jus de pamplemousse. Avec l'aiguille en acier, on perce un trou, on remplit d'eau et on agite pour bien mélanger. Puis on prend une paille en plastique, on l'enfile ici, on l'ouvre là et on boit. Si on n'a pas envie de tout boire, on referme le sachet et on le fixe à une paroi grâce à ce morceau de velcro. Il y a d'ailleurs du velcro sur tous les objets. Voilà pour ce qui est des aliments. La culture de chacun s'exprime aussi à l'heure des repas. Par exemple, les Américains se disent « On a 1 heure, on va plutôt manger vite fait pour pouvoir se remettre au travail. » Ah non, disent les Français, prenons le temps de profiter du repas. Les Japonais sont entre les deux. Après manger, les Américains se lavent les dents. 3 fois par jour, c'est bien connu. Les Japonais, eux, disent « 1 fois par jour, c'est bien assez ». Ce sont des sujets de discussion sans fin à bord de la station. L'ISS est ravitaillée régulièrement depuis la Terre. Autrefois, cette mission était assurée exclusivement par les vaisseaux russes et les navettes américaines. Aujourd'hui, ce sont des entreprises privées qui s'en chargent. Vivres, eau, carburant, pièces détachées, chaque année, des tonnes de fret sont acheminées dans l'espace. Ensuite, les vaisseaux cargo non réutilisables sont remplis avec les déchets non dangereux de la station, puis renvoyés vers la Terre. Ils brûlent avec leur cargaison de poubelles lors de la rentrée dans l'atmosphère. L'ISS est autonome uniquement en matière d'énergie. L'électricité est fournie par ces immenses panneaux solaires.
Tout le reste est acheminé depuis la Terre. Quelques entreprises privées utilisent la station spatiale comme plateforme de recherche. Et les astronautes eux-mêmes servent de cobayes pour l'étude des effets physiques de l'impesanteur. On mène certaines expériences sur nous-mêmes, de façon à aider les médecins sur Terre à mieux comprendre les mécanismes de maladies comme l'ostéoporose et l'artériosclérose, ou de certaines pathologies du système immunitaire. Il est plus facile de les étudier dans l'espace, puis de rentrer avec les résultats de nos travaux. Ainsi, la conception de robots chirurgicaux découle de la technologie spatiale. Certains ont été développés par l'agence spatiale allemande et testés à bord de l'ISS. Le temps de recherche dans l'espace est mesuré et très coûteux. C'est pourquoi les journées de travail sont longues. Travailler 12 heures par jour, est-ce légal? Non, disent les Allemands, en particulier les délégués du personnel. 8 heures, 10 maximum. Vous n'imaginez pas les problèmes que ça a provoqué. Il a fallu négocier avec les comités d'entreprise pour pouvoir travailler 12 heures par jour pendant 10 jours consécutifs. Les occupants de l'ISS ne travaillent pas seulement dans la station. À l'extérieur aussi, il y a des choses à faire. À 400 km d'altitude et à une vitesse de 28 000 km/h. La sortie extravéhiculaire, ou EVA, est l'activité la plus complexe d'un astronaute. Épuisante, dangereuse, mais aussi très impressionnante. Vivre et travailler à bord de la station spatiale, c'est déjà fabuleux. Quand en plus on a la possibilité de sortir, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça demande évidemment une préparation très poussée, tant pendant l'entraînement sur Terre que dans la station proprement dite. Il faut reconfigurer l'ISS, entretenir les combinaisons, préparer le matériel dont on aura besoin. Tout ça prend énormément de temps. Mais une EVA est réellement un moment exceptionnel. La sortie extravéhiculaire dans l'infini de l'univers est certainement l'expérience la plus intense qu'un astronaute vivra jamais. Perdu dans le vide mortel du cosmos, il est protégé uniquement par sa combinaison spatiale. C'est un petit vaisseau spatial. Cette combinaison nous alimente en oxygène. Elle évacue le dioxyde de carbone et possède un système de protection thermique qui régule notre température corporelle quand on est à l'extérieur. Elle est aussi équipée d'un ordinateur qui indique sur cet écran s'il y a le moindre problème. Si on va manquer d'oxygène, si le niveau de CO2 est trop élevé, s'il y a un souci électrique, etc. C'est un vrai petit vaisseau. J'ai effectué 2 sorties avec, et ça s'est super bien passé. Heureusement. Je vais vous montrer le casque. Il est très chouette aussi. Évidemment, on ne sort pas comme ça, on ne verrait rien. Voilà, vous verrez mieux à quoi ça ressemble. Une fois qu'on l'a enfilé, on peut tourner la tête dans toutes les directions, mais le casque lui-même reste fixe. Du coup, on a un champ de vision un peu limité. Et à cause du soleil, on a une visière de protection qui s'abaisse de cette manière. Ça donne l'air trop cool. La combinaison chauffe ou rafraîchit l'astronaute en fonction de la position du soleil. Elle l'alimente en oxygène et le protège des rayonnements radioactifs. Sans elle, il serait impossible de travailler à l'extérieur de la station. C'est une véritable machine qui doit être entretenue soigneusement. Il faut changer les filtres et vérifier les systèmes externes. Il arrive que ça tombe en panne et il faut réagir immédiatement. Un jour, par exemple, il a fallu régler très rapidement un problème de fuite d'ammoniac.
Mais c'est normal avec ce genre de grosses machines ultra sophistiquées qui se déplacent en orbite. Il faut la maintenir en état de marche. La moindre sortie extravéhiculaire est préparée minutieusement sur Terre. Tous les gestes sont répétés dans une piscine immense sur une maquette de l'ISS. Cet entraînement sous l'eau simule parfaitement les conditions de travail en impesanteur. C'est essentiel car dans l'espace, la moindre erreur peut être fatale. Le suivi psychologique est tout aussi crucial dans la préparation d'un astronaute. Dans l'ISS, les résidents sont à l'étroit et les conditions de travail particulièrement exigeantes. Il n'est pas toujours facile de rester d'humeur égale. Un cosmonaute qui avait passé d'abord 1 mois là-haut, puis 3 mois, puis 1 année complète, m'a dit un jour « Quand on y reste 1 mois, on supporte pratiquement tout le monde. 3 mois, on a déjà plus de mal. Au bout d'1 an, la moindre goutte d'eau suffit à faire déborder le vase. » Par exemple, un collègue qui appuie systématiquement au milieu du tube de dentifrice, ça peut suffire. Comme vous voyez, les raisons qui peuvent déclencher un conflit sont très diverses. On a évoqué un cas sur la station Mir. Un cosmonaute avait hurlé au centre de contrôle « S'il ne fiche pas le camp tout de suite, je le passe par la fenêtre !» Mais pour les habitants de l'espace, il y a un danger nettement plus grave. Régulièrement, des météorites minuscules ou des débris spatiaux entrent en collision avec la station spatiale. Bien sûr, on peut détecter à l'avance et éviter les corps célestes de grande taille, mais la menace est réelle. C'est un scénario catastrophe qui a fait les délices d'Hollywood. Si l'histoire de la conquête spatiale est jalonnée d'accidents tragiques, aucun astronaute n'a encore perdu la vie dans l'espace même. Pourtant, le risque existe bel et bien. On me demande souvent si le film Gravity est réaliste. Je réponds toujours oui et non. Par exemple, les plans magnifiques de la Terre sont très réalistes. La surface de notre planète ressemble vraiment à ça de jour comme de nuit. À côté de ça, il y a des scènes pas réalistes du tout, comme l'annonce de l'arrivée de débris spatiaux. Dans le cosmos, les débris ont une vitesse relative par rapport à la station, ou à la navette, d'environ 5 à 7 km par seconde. Ça veut dire que s'ils se trouvaient à 5 ou 7 km de moi la seconde d'avant, ils sont déjà sur moi. Peut-on repérer à 5 km de distance un débris gros comme ça? Non, absolument pas. Donc, tous les scénarios qui disent qu'on peut prévoir l'arrivée de microparticules, on oublie. Autre danger redoutable à bord d'un vaisseau, le feu. Pour éteindre n'importe quel incendie, il faut d'abord savoir comment il se comporte. C'est pourquoi les occupants de l'ISS font brûler de petites quantités d'heptane ou de méthane dans des conteneurs spéciaux. Ils étudient aussi la réaction au feu en impesanteur de matériaux divers. Ces expériences servent à mettre au point les systèmes d'extinction qui seront installés dans les vaisseaux de demain. En effet, même un incendie de faible intensité peut mettre en danger la vie de l'équipage. La NASA en a fait la douloureuse expérience au cours de son programme d'exploration de la Lune. Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee étaient l'équipage de la première mission Apollo. Lors d'une simulation au sol le 27 janvier 1967, un câblage électrique défectueux provoque un incendie dans la capsule. Les 3 astronautes ne parviennent pas à rouvrir le sas ni à éteindre les flammes. Ils meurent en quelques secondes. La lutte contre les incendies fait partie de la formation de tous les astronautes. Il existe des plans d'urgence très stricts applicables dans les vaisseaux et la station spatiale. Car si les astronautes réagissent mal ou trop lentement, ils mourront.
On passe des centaines d'heures à se roder dans le simulateur. Les pannes s'enchaînent les unes après les autres et très vite, on est en âge à force d'essayer de comprendre de quoi il s'agit et de réagir sur le champ. La majorité des astronautes disent que le plus agaçant quand on décolle pour de bon, c'est que le voyant d'alerte ne s'allume jamais et que tout se passe comme sur des roulettes. Mais ces heures de préparation sont loin d'être superflues. En février 1997, un incendie éclate dans la station Mir. Équipé de masques à oxygène, l'équipage met 12 minutes et utilise 4 extincteurs pour le circonscrire. On a frôlé la catastrophe. Mir est resté en activité bien au-delà de ce qui était prévu. Il faut dire que la station russe s'est avérée très solide et facile à réparer. Il est arrivé que certains appareils tombent en panne sur Mir. Mais pour réparer, on se servait beaucoup de tournevis, de multimètres et de fer à souder. Je ne compte plus le nombre de fois où on a identifié le problème avec un multimètre avant de sortir le fer à souder. Toutes les stations spatiales sont entretenues en permanence par l'équipage. Sur l'ISS aussi, il y a eu des urgences. En cas de problème, on se réunit tous ici, dans ce qu'on appelle le poste central. C'est le cœur de la station, le module qui abrite les principaux ordinateurs installés pour gérer l'ISS. Ils sont ici, juste derrière cette paroi. Donc on se réunit ici, à 3 ou 6, afin de déterminer comment lutter contre un incendie, boucher un trou ou arrêter une fuite de gaz toxique. Mais sauf en cas d'urgence absolue, les astronautes n'entreprennent rien sans l'accord des ingénieurs de la Terre. Aucune sortie extravéhiculaire ne peut avoir lieu sans avoir été minutieusement planifiée en amont. En effet, une EVA suit une chorégraphie très précise dirigée par les différents centres de contrôle. La Station spatiale internationale constitue le plus grand projet technologique de tous les temps. Outre les 6 membres de l'équipage, des milliers de gens sur Terre conçoivent et supervisent les expériences et les missions que mèneront les astronautes. La plupart du temps, tout se passe bien. Mais l'urgence d'une situation peut générer des conflits. Sur un navire, la décision finale revient au capitaine. Dans notre cas, au commandant de l'expédition. Mais dans la pratique, c'est différent. Je vais vous donner un exemple concret. Un astronaute fait une crise d'appendicite. Il faut d'abord déterminer la gravité de son état. Ce sont les médecins sur Terre qui s'en chargent, en se fondant sur les symptômes. Si l'astronaute doit être opéré immédiatement, il embarque dans une capsule Soyouz. Il faut savoir qu'il y a toujours 2 capsules arrimées à l'ISS, de manière à ce que l'équipage puisse évacuer et redescendre sur la Terre en 3/4 d'heure. Autre scénario, un débris spatial a percuté la station. Il faut réagir immédiatement. Le commandant peut ordonner l'évacuation ou la condamnation d'une partie de la station pour éviter une perte d'oxygène. C'est lui qui prend la décision et on l'applique sur le champ. Et puis, il y a les cas épineux où le centre de contrôle n'est pas d'accord avec la décision prise par le commandant et l'équipage. Que fait-on dans ce cas? Il est déjà arrivé que les équipes au sol disent « Vous devez faire ceci » et que là-haut, on leur réponde « On sait ce qu'on a à faire, on est sur place, pas vous ». Ça a même provoqué une mutinerie à bord de la station Mir. Dans ce genre de situation, c'est l'équipage, c'est-à-dire le commandant, qui a le dernier mot. À bord de l'ISS, le sport est obligatoire. En effet, l'impesanteur a des effets néfastes sur l'organisme et provoque une perte de la masse musculaire et une diminution de la densité osseuse. L'activité physique est donc vitale pour préparer le corps au retour sur Terre. L'absence de gravité a aussi des répercussions sur les gènes responsables du système immunitaire et les astronautes sont davantage sujets aux infections. Pour se détendre, beaucoup d'astronautes emportent un instrument de musique. Leurs camarades doivent faire avec. Got those space station blues. Don't know what I'm gonna do.
Je chante super mal. Ce serait un flop retentissant. Ce n'est pas le cas du Canadien Chris Hadfield, commandant de l'expédition 35. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Sa reprise de Space Oddity de David Bowie lui a valu une célébrité mondiale. La musique est une des très rares activités de détente praticables à bord de la station spatiale. Si vous saviez à quel point on s'ennuie à bord de l'ISS. Mais il n'y a rien de plus chouette que de se retrouver tous ensemble après une dure journée de travail, de dîner et de chanter en s'accompagnant à la guitare. C'est très agréable. Et la drogue dans tout ça? Évidemment, c'est hors de question. Et l'alcool? Chez les Américains, c'est strictement interdit. En revanche, les Russes aiment bien boire un coup. Voilà comment ils font. Voici de la vodka conditionnée pour la station spatiale. Pas l'ISS, mais la station Mir. L'emballage était double pour éviter toute fuite. Avec les années, le contenu s'est un peu éventé, mais ça avait été mis au point par les Russes spécialement pour Mir. Comme je le disais, côté américain, c'est la prohibition. Mais l'ISS compte des modules russes, et dans cela, c'est le règlement russe qui prévaut. Je vous laisse imaginer la suite. Alors l'ont-ils fait ou pas? Quoi? L'amour dans l'espace? Jane Fonda, oui. Enfin, au cinéma. Dans Barbarella, tournée en 1968, non seulement elle effectue le premier striptease en apesanteur, mais elle devient aussi la première touriste sexuelle du cosmos. Barbarella is a 5-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is love. C'était en août 1982. La deuxième cosmonaute russe, Svetlana Savitskaya, s'envole pour une mission à bord de Salyut 7, où l'attendent 2 collègues masculins. Le médecin de l'équipage, un certain Gazenko, affirme aujourd'hui que si elle avait été envoyée dans l'espace à l'époque, c'était uniquement pour ça. Quel avait été le résultat de cette aventure spatiale? Eh bien, on le sait aujourd'hui. Elle n'avait rien donné. En tout cas, aucune descendance. Dans ce sens, l'expérience a été un échec. Mais dans la perspective de vols spatiaux de longue durée, il est important de savoir comment se passeront les rapports sexuels. Un médecin allemand, le docteur Mutke, s'est posé la question dès les années 80. Après moult réflexions, il est arrivé à la conclusion qu'on aurait besoin d'une espèce de poteau pour se tenir, puisqu'on flotte en apesanteur. Autre solution, d'après lui, utiliser la même méthode que les dauphins. Peut-être le savez-vous déjà, les dauphins font ça à 3. 2 en action, le 3e qui les tient. C'est pour ça que le club de ceux qui ont déjà fait l'amour dans l'espace s'appelle le club des 3 dauphins. En 1992, la navette Endeavour emporte le premier couple marié d'astronautes. Les Américains Jane Davis et Mark Lee étaient tombés amoureux pendant leur formation. Avant le début de leur mission commune, ils avaient convolé en secret. Ne serait-ce que par manque d'occasion,
Jen Davis et Mark Lee ne sont pas devenus membres du Club des 3 dauphins. De plus, la NASA n'avait pas apprécié ce mariage surprise et avait affecté l'astronaute et son mari dans des équipes différentes. Pourtant, il va falloir que les agences spatiales et les scientifiques se penchent sur la question du sexe et de la reproduction dans l'espace avant que des hommes et des femmes quittent la Terre pour Mars ou qu'ils fondent une colonie sur une autre planète. Un voyage vers Mars durera plusieurs années. L'équipage sera mixte et vivra dans une solitude extrême. Même les directives de la NASA ne pourront pas empêcher les rapprochements entre les deux sexes. La recherche théorique dans ce domaine n'en est qu'à ses balbutiements. Une chose est sûre, les agences spatiales n'ont aucune envie de ramener sur Terre plus de gens qu'elles n'en auront envoyés sur Mars. Au-delà de ça, on ignore absolument tout de la façon dont se développerait un être vivant né en apesanteur. L'homme est une créature soumise à la gravité. S'il veut continuer à vivre sous cette forme plutôt que de se transformer en cyborg ou en calamar, s'il veut survivre, mais aussi se reproduire, il devra trouver le moyen de générer une gravité artificielle. Il faut qu'une population humaine puisse, le cas échéant, grandir à bord d'un vaisseau colonie. Des mégastructures habitables capables de créer leur propre pesanteur? Dans le film Elysium, c'est sur une plateforme orbitale de ce type que l'élite s'est réfugiée après que la Terre a plongé dans le chaos et la pauvreté. Depuis le milieu des années 70, la NASA elle-même étudie l'idée de stations spatiales gigantesques en forme d'anneau, dont la rotation permanente générerait une gravité artificielle. Des systèmes de miroirs reflèteraient la lumière du Soleil selon un rythme jour-nuit. Mais pour l'instant, les voyages spatiaux se heurtent à des problèmes beaucoup plus ordinaires. Tous les astronautes, qu'ils soient russes, européens ou américains, sont des fonctionnaires. Que fait-on quand on est envoyé en mission dans l'espace? On remplit le formulaire de prise en charge de frais de déplacement où on écrit « Je voyage dans l'espace ». Et au retour, on remplit le formulaire de remboursement de frais de déplacement. C'est pareil dans le monde entier. Par exemple, à la question « Combien de kilomètres avez-vous parcouru ?» j'ai écrit « 6,7 millions de kilomètres ». Ai-je droit à une indemnité kilométrique? Réponse de la NASA, « Monsieur Walter, c'est nous qui vous avons transporté, non ?» Évidemment, la NASA a raison. Je suis parti et rentré par la navette. Et mon indemnité journalière? La NASA me répond, « Mais vous avez été nourri et logé. » Oui, c'est vrai. En revanche, j'ai payé de mes propres deniers le trajet aller et retour entre chez moi, à Houston, et Cap Canaveral. La NASA m'a donc remboursé une partie des frais. C'est comme ça qu'un jour, j'ai reçu ce courrier avec un chèque joint. Combien ai-je touché pour ma mission? Vous voyez le montant inscrit ici. 34 $ pour 10 jours. Inutile de vous dire que ce chèque est le plus beau souvenir de cette mission, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les astronautes peuvent passer jusqu'à 1 an à bord de la station en orbite autour de la Terre. L'homme est allé jusqu'à la Lune. Il s'y est posé, puis il est revenu sur la Terre. Dans un avenir pas si éloigné, il la quittera la Terre pour de bon et partira pendant de longues années et parcourra des millions de kilomètres afin d'explorer l'univers. Il se posera sur Mars et y fondera peut-être des colonies. Les scientifiques et les ingénieurs travaillent déjà à poser les bases de cette vie future, loin, très loin de notre planète natale.